Merci à vous tous, bienvenue. Alors pour comprendre la problématique soulevée par l'arrivée et l'adoption massive de l'IA dans tous les secteurs d'activité, du plus jeune âge aux personnes les plus âgées aussi. Donc personne n'est épargné par ce tsunami des nouveaux usages. Il nous faut rappeler l'état des lieux de pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc de comprendre le passé pour pouvoir construire l'avenir, c'est toujours une démarche intéressante. Alors cet état des lieux, je vais vous le faire sur la notion d'insécurité numérique, parce qu'il faut être naïf pour croire que ce monde numérique que nous sommes en train de construire n'est pas fragile. Effectivement, nous avons construit une urbanisation numérique sur des sables mouvants en utilisant du béton numérique et pas du béton armé. Donc il ne faut pas s'étonner que ça s'écroule de temps en temps et même de plus en plus souvent. Alors pourquoi la cybercriminalité fonctionne bien? Parce qu'il existe deux choses, un écosystème numérique qui est construit d'une façon fragile, comme je viens de l'évoquer, et un écosystème criminel. Donc les reports de la criminalité dans le monde cyber étaient une évolution normale qui a eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ce n'est pas une nouveauté. Par contre, en revanche, je dirais c'est un peu comme pour le changement climatique, on perçoit nous-mêmes de plus en plus ces impacts et ces nuisances. Mais le phénomène existe, il s'est développé, on a laissé faire et on s'étonne maintenant qu'ils prennent une certaine ampleur. Alors pourquoi c'est favorable, cet écosystème numérique est favorable? Parce qu'on a construit cette hyperconnectivité et tous nos modèles économiques du numérique est basé sur l'exploitation des données. Donc l'exploitation des données, c'est de l'extractivisme qui n'est pas basé sur la protection des données. Donc là, on semble s'étonner qu'il y a un problème de protection des données, mais la protection des données, donc la sécurité des données, va à l'encontre du processus de développement tel qu'on l'imagine en innovation numérique. Donc il y a déjà des antagonismes et qu'il faudra régler autrement que par la technologie. Alors moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que la cybersécurité, c'est pas un problème technologique. La technologie n'est d'une des dimensions pour résoudre le problème, mais c'est un problème politique, économique, juridique et social. Donc si on n'agit pas simultanément sur tous ces paramètres, on aura du mal à résoudre par la technologie ce problème que nous avons créé, nous, humains, en engendrant des risques systémiques. Alors je vais en revenir, et dans ces risques systémiques, il y a des cibles, et plus on sera connecté, plus on sera attaqué. Donc ça, c'est une logique de base. On n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour comprendre que dès lors qu'on connecte un appareil sur Internet, ce n'est pas qu'un appareil qu'on connecte, c'est tout un écosystème d'entreprises, d'organisations, de personnes. Et là, on s'ouvre sur cette menace criminelle qui devient une proximité criminelle, et non pas au niveau local, comme on l'avait l'habitude en criminalité, mais c'est au niveau international. Donc on est seul face au reste du monde, et on devient une cible très attractive. Donc il faudra se donner les moyens pour être moins vulnérable que les autres. Donc il y a des moyens. Pourquoi? Parce que cet écosystème cybercriminel a su développer des outils d'attaque, des méthodologies et avoir une organisation d'entreprise très performante. Et ça, ils ne sont pas les derniers à savoir utiliser ce qu'est l'Internet pour faciliter cette organisation, le passage à l'acte. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'une attaque informatique va pouvoir atteindre plusieurs cibles. Et c'est cette épidémie qui va être difficile, ce fléau, à contrer. Et donc, on est dans un marché mondial avec des profits qui sont importants au regard du risque criminel pris par les acteurs de la criminalité. Donc, ce qui arrive en ce moment, c'est juste normal, c'est une conséquence de ce qui se passe. On va voir ce que va aggraver l'IA dans ce domaine. Donc, nous avons des cyberattaques qui peuvent se traduire par du vol de données, du sabotage, du chantage, de l'espionnage, de l'escroquerie. La presse, les médias nous en rapportent des conséquences d'une façon régulière. Donc, c'est bien des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, aux institutions, à l'ordre public, et puis bien sûr aussi des atteintes aux législations, et je mets dedans la propriété intellectuelle. Donc si on considère que la propriété intellectuelle est une valeur à défendre, il faudra se donner les moyens de la défendre, y compris dans le monde cyber et dans le cyberespace. Alors, pourquoi ça pose un problème, toute cette vulnérabilité numérique? C'est parce qu'on a construit un numérique sans sécurité par conception. Il y a un défaut de conception de sécurité, un défaut de robustesse, un défaut de résistance qu'on essaye de combler par des mesures supplémentaires. Et il n'y a pas de protection des données et de ce qu'on dirait en français, au lieu de privacy, c'est intimité numérique. Il y a des vulnérabilités informatiques, puisque l'informatique est quelque chose, effectivement, les systèmes informatiques, mais au-delà, les systèmes d'information
Et au-delà, toutes les infrastructures, y compris dans l'espace et sous la mer, peuvent être vulnérables. Elles ont des niveaux de vulnérabilité matérielle, environnementale, logicielle et au niveau des data et de l'exploitation. Donc, ceux qui font de la cybersécurité parlent de zéro confiance. Donc, on ne peut pas avoir confiance dans l'environnement numérique que nous utilisons. Ça nous oblige à penser qu'il y aura un coût de la sécurité à rajouter. Mais ce coût, le problème, c'est qu'il est porté par les utilisateurs et pas par les concepteurs. Et là, on a déjà une asymétrie fondamentale entre ceux qui fournissent, ceux qui incitent à utiliser des produits qui sont des véritables passoires et bourrés de vulnérabilités, qui sont des vulnérabilités exploitées par les attaquants. Et au-delà des vulnérabilités matérielles, logicielles et informatiques, on a des vulnérabilités au niveau du management de ces systèmes et puis de l'utilisation. Donc je parlais de deux nouvelles. La bonne, c'est que ce n'est pas effectivement un problème technique, mais la mauvaise nouvelle, c'est justement que ce n'est pas un problème technique. Et là, on a affaire aussi à prendre conscience que si on veut résoudre ce problème de vulnérabilité technique, il faudra investir dans tout un tas de services et de mesures. Alors, on a des outils, des procédures, des méthodes, on sait faire, mais pour faire, il faut payer. Et personne ne veut payer le coût de l'insécurité. C'est, à mon avis, un frein majeur. Alors, souvenez-vous de cette panne de juillet 2024, où peut-être vous avez été vous-même affecté par cette panne. C'est plus de système informatique, donc plus rien ne fonctionne. Alors, pourquoi c'est un problème ? Parce que nous avons choisi de devenir dépendants à un type de système qui est uniforme. Et cette uniformité de façon de faire de l'informatique, c'est ce que j'appelle la monoculture informatique, pose des problèmes et qui donne des pannes à un niveau mondial. Donc l'arrêt des systèmes le 19 juillet, tout le monde a pu se rendre compte, quand ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'aéroport qui fonctionne, il n'y a plus. Donc on est devenu coincé. Et là, pourquoi je vous rappelle ça ? C'est que ce n'est pas un problème de criminalité. C'est un problème de conception, d'usage, de mise à jour. Cette faille de sécurité dans la façon de faire de la sécurité, c'est quelque chose que nous avions déjà vécu il y a quelques années en arrière. En revanche, je vous ai mis deux autres types d'attaques qui, elles, étaient des attaques qui exploitaient les vulnérabilités de la chaîne de distribution de sécurité. Donc là aussi, et vous l'avez évoqué, monsieur, dans votre introduction, c'est tout ce qui est les partenaires et la chaîne de dépendance que nous avons de délégation de fourniture de quelque chose informatique ou de sécurité. Et donc là, le modèle économique pour fournir de la cybersécurité dépend d'une chaîne d'approvisionnement qui peut être soit attaquée par des malveillants, et donc ça attaque tous les utilisateurs, et c'est pour ça qu'on a des impacts au niveau mondial, ou des défaillances de conception, de mise à jour, de gestion, etc. Donc on a rajouté de la vulnérabilité. Mais ça, c'est un choix économique, c'est un choix de réaliser les sous-traitances. Et on l'a vu avec les beepers, par exemple, dans ce cas au Liban, c'est juste de la sous-traitance. Et on a exploité les maillons faibles de la sous-traitance qui posent problème. Donc peut-être pour nous, en tous les cas sur place, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est contrôler, y compris dans notre chaîne de sous-traitance. Et c'est peut-être se défocaliser sur la façon de faire de la cybersécurité pour s'intéresser aux points de faiblesse et de vulnérabilité qui peuvent être critiques. Alors, avec l'IA, qu'est-ce qui n'a pas changé ? Je dirais les vulnérabilités et les menaces persistantes. Ça existe depuis longtemps. Ce qui existe aussi, c'est qu'on ne sait pas maîtriser les risques. On s'est un peu amélioré, mais à la marge. Et donc aussi, ce qui continue, à mon avis, à poser problème à la sécurité, c'est cette croyance dans un numérique salvateur. Et se dire que si ça n'a pas marché jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas assez mis d'informatisation, on n'a pas assez mis de techniques informatiques. Et de penser que les problèmes que nous ne savons pas résoudre, l'IA va savoir les résoudre. On a juste déplacé le problème, et on a juste masqué encore plus la problématique et la non-maîtrise des risques. Donc peut-être agir sur notre imaginaire, notre façon de concevoir la numérisation de la société, de bâtir notre société qui dépend d'un numérique qu'on ne contrôle pas. Donc ça s'appelle des questions de souveraineté. Et je pense que là, quand vous avez évoqué, madame, le fait qu'il fallait investir, ou que l'investissement en recherche et développement, en production de solutions est fondamental, je partage ce point de vue-là. En revanche, il faut voir comment ça va être décliné, sur quelle infrastructure informatique on va se baser pour faire ça. Et là, on perd de la souveraineté. Et tous les avantages des investissements vont être dans les mains de ceux qui possèdent les infrastructures. Et c'est ce qui a changé aussi avec l'IA. Alors, ce qui a changé,
C'est bien sûr par rapport à notre mobilité, cette notion d'instantané, de disponibilité permanente, de rapidité, c'est ce qui pose aussi problème. Donc ces exigences clients, par exemple, qui imposent de prendre des risques en termes informatiques. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir. Comme on le voit, maintenant on nous dit qu'il faut interdire les téléphones aux enfants dans les écoles. Alors, peut-être lui penser avant d'être dépendant, hein. Donc là, on est en train de construire la même chose. C'est comme pour moi avec l'amiante. À un moment donné, la viande, c'était la solution à tous les problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait quelques années plus tard? On essaye de désamianter, mais il y a eu des morts quand même, hein. Et est-ce qu'on peut tout désamianter? Est-ce qu'on pourra tout dénumériser? J'en suis pas sûre, mais si on est dans cette logique-là du long terme, il faut garder des pratiques, des savoir-faire, autrement que dans cette dépendance informatique. Ce qui a changé, c'est l'ampleur et les conséquences, donc dans la durée, dans l'intensité et dans la gravité. Alors maintenant, si on s'intéresse aussi d'une façon plus macroscopique sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bâti, eh bien, on a bâti une société où l'or du XXIe siècle était la data, la donnée. Donc l'idée, c'était de capter un maximum de données. On ne savait pas forcément quoi en faire, mais on savait qu'on allait en développer. Et maintenant qu'on a ces données, et puisque depuis quelques dizaines d'années, on a aussi les moyens de les exploiter, mais maintenant, c'est devenu à une échelle plus importante. On a développé des systèmes d'IA basés sur ces données. Mais il faudrait aussi réfléchir sur comment sont exploitées les données. C'est selon des modèles mathématiques, des modèles quantitatifs et des modèles statistiques. La vraie révolution, ça serait de penser autrement la société. Donc là, on est en train de changer d'échelle en pensant qu'avec la donnée, on va construire une société pilotée par l'IA. C'est ce qu'on appelle la gouvernance ou la gouvernementalité algorithmique. Mais il faut se poser les questions, c'est qui possède les données, qui possède et qui développe les algorithmes, sur quelles données. Et là aussi, on peut penser toutes les méthodes d'attaque qui vont être pour polluer les algorithmes, pour les faire détourner, etc. Et on a déjà des biais, des discriminations qui sont déjà avérés. Pourquoi? Mais ça s'appelle sur l'exploitation des données. Mais ça serait sans doute une autre conférence sur l'IA à proprement parler. Mais nous sommes en train de rentrer dans une rupture civilisationnelle. Qui dit civilisation ne dit pas que technologie. Alors, qu'est-ce qui pose problème, qui peut-être on l'a pas vraiment encore compris? Tout ce qui est connecté est relié à son fournisseur. C'est relié à son fournisseur pour éventuellement les mises à jour, mais aussi pour être piraté. Et dans le fait d'être connecté à un fournisseur, se pose la question de la souveraineté, de quel fournisseur. Et si on regardait les contrats d'utilisation, on voit que généralement on est dépossédé de nos données et on est dépossédé de la sécurité sur ces données. Donc là, on n'a même pas besoin d'installer des backdoors, des portes dérobées dans les matériels ou les logiciels, ou éventuellement des charges dans des périphériques électroniques. Pourquoi? Parce que les fournisseurs ont accès pour gérer, y compris dans les voitures, etc. Donc s'il y a un canal de connexion, il y a un moyen d'attaquer. Alors on peut attaquer pendant, on peut attaquer en amont ou après l'utilisation. Donc là, on a cette fragilité et personne n'est épargné par cette dématérialisation, que ce soit au niveau des blockchains, des crypto-monnaies, des jetons non tangibles. Et j'aurais pu rajouter un bullet sur l'IA, parce qu'il y a déjà des IA qui se sont fait pirater. Alors, ce qu'on a augmenté, c'est le nombre de cibles, c'est-à-dire qu'on a ouvert la surface d'attaque et donc des points où on doit aussi se sécuriser. Et c'est notamment le cas avec l'Internet des objets, mais on parle également d'Internet des corps, donc à l'intérieur des corps. Et ces Internet des objets ont été conçus sans sécurité. C'est toujours pour des modèles économiques, pour être les premiers entrants sur le marché, rendre le client dépendant et après on va lui vendre de la sécurité. Donc ça s'applique pour tout ce qui touche aux smart cities, smart cars et tout ce que vous voulez de smart. Et le problème du clou de cette infrastructure numérique, c'est une concentration aussi des risques et des moyens d'attaque. Et c'est une dépossession de la maîtrise et du contrôle de ce qu'on utilise, puisque le clou ne nous appartient pas. On est rentré dans une économie aussi de location. On n'a plus rien, on loue des services. Et là aussi, il faudrait s'interroger sur les conséquences à long terme de ce que ça voudrait dire. Alors, juste pour revenir sur notre IA, et ce que fait l'IA à la sécurité, il faut se poser la question qui maîtrise les données, quelle est la qualité des données, la véracité des données qui permettent de construire ces systèmes d'IA. Et ce qu'il faut, me semble-t-il, comprendre, que si on veut rajouter de la sécurité, il faut comprendre que tout ce qu'on utilise, c'est des boîtes noires et on n'a pas accès à l'intérieur. Donc si on n'a pas accès à l'intérieur, on ne connaît rien de la sécurité, sinon ce que nous promettent les vendeurs. Et ça veut dire que nous, il faut rajouter de la sécurité à la périphérie. Ça veut dire qu'on doit être à même de payer cette sécurité.
Alors, ce qu'il y a de bien avec l'IA, c'est pareil, ça peut permettre d'attaquer, mais ça peut permettre de défendre. Donc là aussi, on pourrait développer, mais ça prendrait un peu de temps. En tous les cas, l'IA, ça va créer d'une façon amplifiée des risques systémiques. Alors, quels sont ces facteurs aggravants? C'est cette dépendance accrue à des acteurs qui sont des acteurs hégémoniques, parce qu'on peut investir en Suisse pour des startups qui font de l'IA ou de l'IA, mais si on développe que l'interface et que toute la dépendance derrière n'est pas maîtrisée, on aura peut-être dépensé de l'argent peut-être qu'on aurait pu l'investir autrement, dirons-nous. Donc on a cette obscurité des algorithmes, donc il faut comprendre ce que ça veut dire à long terme en termes de sûreté, de fiabilité, de sécurité, et surtout maintenant d'introduire ce terme qui n'est pas forcément un terme de sécurité, mais l'innocuité, le fait que ça soit sans danger. Et ça, on n'y pense jamais, parce qu'on voit que le côté opportuniste, on nous promet de la réduction des coûts, on ne nous parle jamais de qui doit payer la sécurité. Donc, rajouter à cette complexité, là, la criminalité, je ne vais pas en parler plus, on aura un orateur qui le fera très bien aussi, et d'une façon plus appuyée, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de rivalité de puissance. On le voit, la guerre économique US-Chine, mais pas que cette guerre-là. On a des vrais conflits géopolitiques sur éventuellement aussi la maîtrise des composants qui permettent de construire ces processeurs, ces infrastructures. Et c'est des facteurs aggravants. On commence un petit peu à évoquer les problèmes écologiques et environnementaux. Ben oui, ça consomme beaucoup d'électricité, beaucoup de terres rares. Et l'extractivisme en termes de matériaux pour construire les systèmes a un coût écologique. Et on est dans un contexte d'hyper-compétitivité. Donc on ne pourra pas parler d'IA et de sécurité des IA si on n'est pas en mesure d'appréhender d'une façon simultanée toutes ces dimensions du problème de la sécurité. Alors, pour moi, peut-être, un des problèmes les plus graves posés par l'IA, c'est sa capacité de déstabilisation et d'influence, de manipulation de masse et de manipulation ciblée que permet les fake news et les deepfakes. Parce que là, on n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de mesurer les impacts à long terme. Mais c'est dans ce sens-là que ça va aussi déstabiliser toute notre économie, nos savoir-faire et notre façon d'opérer. De plus, que l'IA va permettre de faire des leurres et des escroqueries très sophistiquées et très personnalisées, qui va être très difficile de pouvoir réagir. On voit pour le phishing personnalisé qui va prendre de l'ampleur. Alors, j'aimerais aussi rebondir sur les arnaques au QR code. Donc là, à mon avis, on n'a pas de danger, mais faire des faux QR codes pour faire connecter des gens sur autre chose, c'est du leurre, c'est de l'escroquerie de base, c'est low-tech. Hein. On n'a pas besoin d'IA. Hein. Donc là aussi, il ne faut pas oublier, si on fait de la lutte contre la cyber-technologie qui va être détournée à des fins malveillantes, y compris avec l'IA, il ne faudra pas oublier toutes les vulnérabilités et les escroqueries de base. Il me semble aussi qu'on ne s'intéresse pas assez aux problématiques de profilage et de surveillance. Bon, mais c'est aussi un marché économique qui se développe et qui se porte bien. En termes d'IA, pour des cyberattaques, ça va être plus performant, plus automatique, plus personnalisé, avec une réalisation plus rapide. Ça veut dire qu'il faudra monter aussi en puissance en termes de détection et de réaction. Alors, voyons voir. Alors, peut-être en termes de vision, de construction de possibles, peut-être c'est s'interroger sur comment reprendre le contrôle pour avoir des éléments de maîtrise des risques. Au lieu de parler de techno-optimisme, et puis de déni des risques, il faut vraiment les comprendre pour avoir les yeux grands ouverts sur cette réalité-là. Alors, la cybersécurité en termes techniques, ce qu'on sait faire, nous, les experts cyber, c'est rendre les systèmes disponibles ou l'assurer de leur disponibilité, c'est faire en sorte que les infrastructures soient intègres et puis que les données qui ont besoin de confidentialité le puissent l'être. Donc là aussi, on a un savoir-faire, on a des techniques, on a des organisations, on a des méthodes, il y a des vraies compétences. La question, avons-nous assez de compétences? Avons-nous envie d'investir dans ces compétences? Donc ce que je veux dire, c'est qu'il existe des mesures stratégiques et des mesures opérationnelles. Si on fait que de l'opérationnel, on se plante. Si on fait que du stratégique et sans opérationnel, ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est aussi travailler ensemble avec des visions et à des niveaux différents pour pouvoir trouver des bonnes réponses, c'est-à-dire des mesures organisationnelles, procédurales et techniques pour anticiper, prévenir, détecter et au pire réagir et pas faire que de la gestion de crise. On entend souvent parler du terme de résilience, de cyber-résilience. Pour moi, c'est un aveu d'échec complet de savoir-faire. Parce que la résilience, c'est quand on s'est fait avoir, quoi. Donc c'est un peu tard, quoi. Donc plutôt, pour moi, j'utiliserais plutôt le mot résistance. On veut être résistant aux cyberattaques. On veut être plus robuste que les copains, c'est-à-dire que comme les criminels sont des acteurs opportunistes, ils vont s'attaquer aux plus faibles. C'est comme dans la cour de récré, hein.
Donc là aussi, être plus fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être plus fort? Vous voyez, je veux dire, il y a même une psychologie à avoir pour faire de la cybersécurité. Mais on peut tous monter en compétences pour être plus résistants, pour être moins susceptibles de se faire avoir. Mais je m'oppose aussi au discours où c'est toujours l'humain qui est fautif, c'est toujours de la faute de l'utilisateur. Non, l'utilisateur n'a pas forcément tous les outils, les moyens d'être en cybersécurité. Pour une institution, une collectivité publique ou autre, ça veut dire quoi? Et je dirais pour un État, j'ai aussi un autre discours pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en Suisse pour être meilleur. Ben ça sera peut-être une autre conférence. Mais on a, en tous les cas, pour nous, que ce soit individu ou collectivité, il faut savoir contrôler quoi? C'est connaître ses vulnérabilités. C'est là où sont mes points de faiblesse. Mais ça, je peux les connaître, elles m'appartiennent. Pourquoi je ne me regarde pas? Pourquoi je ne comprends pas comment l'ennemi peut m'attaquer? Ça, c'est assez facile, hein. Ça m'appartient. C'est connaître ma surface d'attaque avec les vulnérabilités. Comment ma surface d'attaque va pouvoir être protégée? C'est toujours ce périmètre de sécurité, parce que qu'est-ce qu'on sait faire? On peut que sécuriser que ce qu'on contrôle, ce qu'on possède. Donc, se réapproprier cette notion de surface d'attaque pour comprendre ce qu'il en est. Et je dirais au-delà, et là c'est plus difficile, c'est son espace informationnel. C'est toutes les informations que je projette qui existent sur moi. Et là, c'est des investissements d'un autre ordre que celui purement technique. Et là, on voit bien que dans l'espace informationnel, c'est là où toutes les manipulations peuvent avoir lieu. C'est tout là où l'ingénierie sociale prend toute sa puissance pour permettre d'attaquer les institutions. Mais on saurait y faire. Et pour savoir y faire, ben c'est investir, quoi. Et là, cette dualité, je crois que c'est dans mes dernières phrases, c'est-à-dire c'est informatiser, oui bien sûr, parce que ça nous permet de réduire les coûts. C'est tout le discours, hein. C'est qu'on va mettre une machine, un logiciel, parce que ça coûtera moins cher qu'un humain. Ok. Mais en fait, qui paye la sécurité? Parce que si on veut que ça marche, si on veut vraiment réduire des coûts, je peux vous dire, il faut vraiment investir en sécurité. Et ce n'est pas ce qu'on fait, parce qu'on investit à la marge. Donc, qui paye? Et au-delà, c'est quelle responsabilité? Et moi, ce que je constate en tant qu'experte en cybersécurité, c'est qu'on développe le marché de la cybersécurité, qui se porte bien, qui est évalué vraiment en pleine expansion, mais on ne développe pas la sécurité des infrastructures et des personnes. On n'est pas sans danger. Donc là aussi, faire ce décalage, attention à ce discours. On a un marché qui se porte bien, on a des solutions. Oui, mais c'est qui les paye, les solutions? Et qui les contrôle? Et on a vu, parce que toutes ces attaques de cybersécurité ou ces défaillances de la cybersécurité, elles font légion, quoi. Alors, et là aussi, encore cette dualité, c'est pour ça que j'ai mis cette balance des intérêts et ce questionnement qu'on devrait avoir. On voit bien qu'avec plus on sera connecté, plus on sera dans ces exigences de mobilité, de rapidité, d'exploitation, plus le temps va manquer pour sécuriser, pour comprendre ce qui se passe. Qu'en fait, en augmentant ces exigences de numérisation à tout va et à tous les niveaux de la société, on augmente les risques. Ok, certes, un constat, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente d'une façon conséquente et en harmonie les compétences, les investissements et les ressources en cybersécurité? Là, on peut vous dire non, même à l'université, on ne s'est pas formé suffisamment de personnes compétentes. Donc il y a ce marché des compétences, des métiers de la sécurité qui demandent qu'à mûrir et qui demandent qu'à s'exprimer. Parce que si on forme des jeunes talents qui vont travailler chez Google, Amazon, Microsoft et compagnie, je pense qu'on aura investi pour rien. Hein. Parce qu'on n'aura pas de la sécurité. C'est peut-être, enfin bref, c'est un autre discours aussi, mais prendre conscience qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et comme dit le dicton, vous le connaissez la suite. Hein. Bon, alors, ceci dit, que peut-on faire d'autre? Peut-être lire un peu des ouvrages, mais non, je plaisante. C'est surtout être sensibilisé à cette question-là et cette dualité, et qu'il y aura des choix stratégiques à faire, de plus de sécurité, peut-être moins de numérique. Et ça pourrait aller dans ce discours aussi écologique de durabilité. Le mot durable, je ne l'aime pas du tout, parce qu'on va faire durer une situation qui n'est pas désirable. Donc peut-être en amont de se poser la question de la désirabilité de ces modèles de société basés sur une gouvernementalité algorithmique et cette dépendance à une informatique, qui est une dépendance à des fournisseurs qui sont, je vous le rassure, d'origine américaine ou chinoise. Je vous remercie de votre attention.